Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour parler du Giro. On avait déjà fait la présentation du parcours, ça date de l'année dernière, donc je ne vais pas refaire de présentation du parcours. Par contre, on va faire une présentation des coureurs. Alors, il y aura deux présentations. Il y aura une présentation pour les grimpeurs, les coureurs qui vont jouer le général. Et puis, de l'autre côté, on fera une présentation du côté des sprinters. Donc il y aura deux présentations, deux vidéos de présentation. Il y aura également des parts fictifs. Je ne sais pas encore quand je vais l'enregistrer des parts fictifs. Ça sera avant jeudi 16h, on va dire, l'enregistrement de départ fictif. Et puis, ensuite, il y aura la présentation des étapes qui est encore en train d'être écrite. Je vous le dis, je suis encore en train d'écrire la présentation des étapes parce que là, j'ai eu une ou deux étapes un peu compliquées pour trouver un peu d'histoire sur ces étapes-là. Enfin, où ça ne me convenait pas parfaitement. Donc voilà, j'ai été obligé de travailler tout ça. On commence par les leaders aujourd'hui, mais avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas également à poser vos questions dans l'onglet communauté sous le post pour le départ fictif. Si vous avez encore des questions, la vidéo n'est pas encore enregistrée ce mardi. Il est 14h30 et je pense que je ne vais pas l'enregistrer aujourd'hui. Ça sera soit mercredi, soit jeudi. Et donc diffusion soit mercredi soir, soit jeudi soir. Pour cette vidéo. Quand vous abonnez à la chaîne, ce qui est déjà très bien, n'hésitez pas à mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment sur le Giro. Je rappelle également que dans l'algorithme YouTube, plus vous cliquez vite sur une vidéo après sa mise en ligne, plus elle est mise en avant par l'algorithme de YouTube. On commence tout de suite avec ce Giro d'Italie, cette 105e édition du Giro d'Italie qui va partir de Hongrie pour arriver du côté de Vérone. 3 semaines de course avec 3 pauses. Les 3 lundis sont des jours de repos. Et pour ceux qui me connaissent, j'ai vérifié cette année les jours de repos. Parce que l'année dernière, je m'étais fait avoir. Il tombait le mardi les jours de repos. Cette année, c'est bien lundi. On commence avec peut-être celui qu'on affiche comme le favori de la course. Et pourtant, moi, j'ai un regard un peu différent là-dessus. Tout le monde met archi favori Richard Carapaz. Alors, bon, d'accord, Ineos a une très forte équipe. Ineos, il sera très bien entouré. Je vais vous mettre sur l'écran les différentes équipes autour des leaders. Du côté d'Ineos, bien entendu, on a Castroviero qui est un habitué des grands tours. Nous avons Ben Tullet, un peu moins habitué. Nous avons Narvaez, Richie Porte, Salvatore Puccio, Sivakov qui est de retour en forme, on l'a vu sur le Tour des Alpes. Et puis Ben Swift qui, je pense, sera là pour protéger sur le plat Richard Carapaz lors des étapes peut-être de fin de première semaine et de début de deuxième semaine également pour Ben Swift, enfin de milieu de deuxième semaine plutôt que de première semaine, pardon, plutôt que de fin de première semaine. On va y arriver. Richard Carapaz, je le vois tout le monde le mettre archi favori. Excusez-moi, mais Richard Carapaz, pour moi, c'est pas assurance tout risque en ce début d'année. Certes, il y a le Tour de Catalogne qui est la dernière course qu'il a effectuée. Il a été bon sur le Tour de Catalogne. Et encore, il a été bon en fin de semaine surtout, lors de cette fameuse étape sous la pluie, où il part avec Higuita. Malgré tout, il ne gagne pas le Tour de Catalogne. Face à Higuita, il n'arrive pas à faire la différence du côté de Barcelone. Sur Tirreno Adriatico, il a abandonné assez vite. Je rappelle qu'il a eu pas mal de pépins de santé en début de saison, ce qui fait qu'il a abandonné ses 3 premières courses par étape, que ce soit l'Étoile de Bessèges, le Tour de la Provence, Tirreno Adriatico. Je rappelle également qu'il n'a pas remporté le championnat sur route d'Équateur. Il a fini 2e, il a fini 1er du contre-la-montre. Contre-la-montre en Équateur, c'est pas forcément une spécialité. 30e d'Estrade Bianche, mais surtout, je rappelle que le Tour de Catalogne, c'était pas une course exceptionnelle en termes de parcours. Le parcours n'était pas incroyable sur ce Tour de Catalogne. Moi, quand je vois tout le monde mettre Richard Carapaz archi favori de la course, je me dis, je suis pas si convaincu que ça. Je trouve qu'il manque de journées de course. Très clairement, son début de saison, c'est compliqué pour lui. Il n'a pas couru non plus depuis un mois. Il n'a pas couru depuis le 27 mars. Il n'a pas fait les classiques ardennaises, qui étaient normalement une habitude. Enfin, voilà, il n'a pas couru en course. Donc, ça peut être compliqué en début de Giro. Sauf qu'en début de Giro, la première étape est en bosse. L'Etna arrive au bout de 4 jours. Le premier contre-la-montre
lors de l'étape 2 arrive également en bosse. Donc il faut être prêt quand même en ce début de course. Ça peut être un peu compliqué pour Carapaz. Alors l'avantage c'est qu'il sera frais. Parce qu'il a 20 jours, 28 jours de course dans les pattes. Donc il va arriver frais. Mais est-ce que pour moi c'est une assurance tout risque? Non. Après, il a la force, c'est qu'Ineos a une très forte équipe autour de lui, notamment Narvaez, on sait que c'est du costaud, Castroviejo, on sait que c'est un roule toujours, Sivakov, il était quand même performant sur le Tour des Alpes. Après Sivakov, bon, sur 3 semaines, il a toujours un moment, il a un coup de moins bien. C'est pareil pour Richie Porte, donc il faudra voir un petit peu ce que ça donne dans ce genre de situation. Pour moi, le favori de cette course, plus, je mettrais Pello Bilbao. Pourquoi je mets Pello Bilbao plus favori que Richard Carapaz? Parce que Pello Bilbao, déjà, il a couru plus régulièrement, il a plus de jours de course. Pello Bilbao, il a 32 jours de course, il a 4 jours de course en plus. Mais surtout, depuis le début de saison, Pello Bilbao, il ne m'a pas déçu. Il a toujours été présent dans toutes les courses. On va faire un petit récapitulatif. 13e du Tour de la Communauté de Valence. 3e de l'UAE Tour. 5e d'Estrade Bianche. 9e de Tirreno Adriatico. 5e du Tour du Pays Basque. 11e du Grand Prix Miguel Indurain. 4e du dernier Tour des Alpes en remportant l'étape numéro 2. Il avait également remporté l'étape numéro 3 du Tour du Pays Basque où il a été à l'attaque très régulièrement, notamment dans la dernière étape. C'est lui qui provoque un petit peu la chute d'Enric Mas. Je trouve que Pello Bilbao est très en forme. Sur le Tour des Alpes, il était très en forme. Il y a une belle équipe en plus autour de Pello Bilbao, notamment Buitrago, notamment Landa, notamment Wout Poels, notamment Jan Tratnik et Damien Novak, qui sont quand même là également déroulent toujours. Et puis Schutterling également peut contrôler en début de journée. Pour moi, Pello Bilbao, j'ai plus de références en ce début de saison que Richard Carapaz. Et Pello Bilbao, pour moi, c'est du costaud depuis le début de saison. Il a fait vraiment des très très belles courses. Et encore une fois, son début de saison parle un peu pour lui, plus que Richard Carapaz, me semble-t-il. Le Tour du Pays Basque, il y avait une belle adversité. Ça a couru très fort. Le Tour des Alpes, il y avait une belle start list également. Même si le parcours était peut-être un peu moins dur que les années précédentes. Sur Tirreno, il y avait une belle opposition également. L'UAE Tour, j'en parle même pas, il y avait du lourd. Il a fait que des courses où il y avait des belles start lists. Ou des start lists à minimum intéressantes. Donc pour moi, Pello Bilbao, il fait partie des favoris. Il faudra faire attention du côté de Pello Bilbao. C'est qu'il est quand même très en forme. Donc est-ce qu'il va tenir les 3 semaines de course? Est-ce qu'il ne va pas s'écrouler en dernière semaine? On sait que la dernière semaine est compliquée. Alors les deux, la deuxième aussi, il ne faudrait pas négliger la deuxième et la première. Mais la 3e semaine est très dure cette année sur le Giro, vu qu'il n'y aura qu'une seule étape de plat sur la 3e semaine. Donc il faut voir du côté de Pello Bilbao. Mais c'est quand même un coureur qui a de l'expérience. 13 grands tours à son actif. 3 Tours de France, 5 Giro, 5 Vuelta. Donc c'est quand même quelqu'un qui a un peu une expérience sur les grands tours désormais. Et puis il a été très bon depuis le début de saison. Donc c'est pour ça que je mets parmi mes favoris Pello Bilbao. Je continue du côté des coureurs qui sont pour moi parmi les favoris. Eh bien je vais mettre un Français, je vais mettre Romain Bardet. Romain Bardet, pourquoi je le mets parmi les favoris? Car on a vu le Tour des Alpes. Il a été impressionnant sur le Tour des Alpes, le coureur de la DSM, parce qu'il a quand même une équipe intéressante. Alors certes, il y a Dainese et Chesball pour les sprints. Mais quand même, on a Chris Hamilton, on a Romain Combo qui est capable d'un peu rouler en début de journée, on va dire de faire le travail en début de journée. On a bien entendu Arensman qu'on a vu en début de saison, enfin qu'on a vu du côté du Tour des Alpes, pardon. Et puis on a Nico Dens. Nico Dens, il ne faut pas le négliger, le coureur qui a été du côté d'AG2R. Nico Dens, c'est un homme important du côté d'AG2R, à l'époque où il y avait Romain Bardet, donc c'est quelqu'un qui est capable de faire également du bon travail, l'Allemand de 28 ans. Romain Bardet, on rappelle un petit peu ses états de service. Alors lui, il arrive très frais, ça arrive un jour de course. Je parlais de Carapaz qui est à 28, lui il a encore moins de jours de course. Il l'a dit, il a très peu couru, mais c'est l'objectif de la DSM, c'est d'arriver avec beaucoup de fraîcheur. Malgré tout, il arrive avec une très bonne condition physique.
On l'a vu sur le Tour des Alpes avec sa victoire, notamment de 3e place sur l'étape 1 et l'étape 4, une 2e place sur l'étape numéro 2, plus le grand coup qu'il a fait sur l'étape de Linz. On rappelle également sur le AE Tour, il est 9e, dont 6e à Jebel Jaez. Il a également fait 12e de Tirreno Adriatico sans forcément jouer le général. Abandon à Liège-Bastogne-Liège, mais il ne s'est pas fait mal lors de la chute de Julien Alaphilippe. J'ai appris que c'est normalement le 11 ou le 12 mai qu'on décidera du côté de la Quick Step si Julien fera le Tour de France. Ça semble quand même mal embarqué parce qu'il a un problème avec une côte qui s'est fortement déplacée suite à cette chute. Du côté de Romain Bardet, il est à 31 ans, là aussi un coureur expérimenté, 11e Grand Tour, alors ça sera que son 2e Giro, mais il a quand même une expérience du Tour de France, c'est un coureur qui se connaît, l'année dernière il a fait 7e du Giro en étant moins en confiance qu'aujourd'hui, il est en très bonne condition physique, il y a également moins de contre-la-montre que d'habitude sur ce Giro, on sera seulement à 27 km, 27 ou 28 km de contre-la-montre seulement, c'est un avantage forcément pour Romain Bardet, et les deux contre-la-montre ne sont pas plats. Le contre-la-montre de Vérone, il y a une bosse au milieu, on monte une bosse et ensuite on redescend. Il ressemble au contre-la-montre qu'il y avait eu il y a quelques années où Carapaz avait remporté le maillot rose, l'année où Carapaz avait remporté le maillot rose. Mais également à Budapest, on finit en bosse. Sur le contre-la-montre de Budapest, le dernier kilomètre et demi est en bosse. Sur un contre-la-montre de 10 km, ça a quand même son importance. Et puis Romain Bardet, il est quand même en pleine possession de ses moyens en ce moment. Alors il faudra voir les conséquences psychologiques de la chute de Liège. Il peut y avoir des conséquences psychologiques et on sait très bien, comme l'a dit Thibaut Pinot, il faut prendre des risques aux avant-postes pour pouvoir gagner un Giro. C'est peut-être ça le problème parce que son équipe a peut-être pas les moyens de faire ce travail-là. Par contre, en montagne, il ne sera pas tout seul, Romain Bardet. Il sera bien entouré, notamment avec Arensman. Autre coureur qu'on va peut-être mettre dans une deuxième catégorie. Là, on a fait, pour moi, Carapaz reste quand même parmi les favoris, mais je le mets pas en archi-favori, Bilbao et Bardet. On va peut-être mettre des coureurs un peu moins favoris, qui sont des bons coureurs, mais qu'on ne voit pas tout de suite aller chercher la gagne. Je vais commencer avec Simon Yates. Simon Yates, il y a eu du bon et du moins bon ces derniers temps pour Simon Yates. Il y a eu du très bon, je pense à Paris-Nice. Il y a eu du moins bon, Tour de Catalogne, par exemple, où il abandonne. Également le Tour des Asturies, où certes, il remporte 2 étapes, mais c'est complètement planté lors de l'étape numéro 2, où il a complètement explosé ce jour-là. Sur Paris-Nice, il a été très bon pendant toute la semaine. Il avait fini également 5e du Tour d'Andalousie. Lui aussi, il est qu'à 20 jours de course. Donc c'est peut-être pour ça que sur le Tour des Asturies, il a eu des difficultés lors de l'étape numéro 2, parce que quand vous avez peu de jours de course, des fois votre niveau de performance peut énormément fluctuer d'un jour à l'autre, parce que vous êtes en train de consolider votre forme. Donc c'est peut-être pour ça, du côté de Simon Yates. Mais au départ, il ne devait pas faire ce Tour des Asturies. Au tout début, je dirais, il y a un mois et demi, un mois, il ne devait pas le faire. Ça s'est un peu rajouté au dernier moment. Donc est-ce qu'on n'est pas un peu inquiet du côté de la Bike Exchange sur sa condition physique? Est-ce qu'on est vraiment totalement sûr qu'il soit en forme sur cette première semaine de course? Ça, c'est la question du côté de Simon Yates. On sait aussi que Simon Yates, il y a toujours des moments de moins bien qui sont assez problématiques normalement pour le coureur britannique. Donc on va voir ce que ça va donner. S'il a la forme qu'il avait sur Paris-Nice, il sera très fort. Si c'est pas la forme qu'il avait du côté de Paris-Nice, ça peut être un peu plus inquiétant. J'ai aussi un petit problème pour la Bike Exchange, c'est l'équipe qu'il a autour de lui. Je trouve que c'est un peu faible. Alors il y a Lawson Craddock qui s'est rajouté, on va dire, chez Bike Exchange, mais Lawson Craddock, Lucas Hamilton, Michael Edburn, Damian Lawson, Julianson, Callum Scottson et Sobrero, c'est un peu compliqué, je pense, pour aller chercher des très grands résultats. Donc c'est un peu l'inquiétude que j'ai pour Simon Yates. C'est pour ça que je le mets un petit ton en dessous pour le moment. Joao Almeida, également un ton un petit peu en dessous, le portugais de 23 ans. Il a été présent sur toutes les courses depuis le début de saison. Lui aussi, il a 23 jours de course. Du côté de Joao Almeida, donc un peu plus que Romain Bardet, un peu moins que Carapaz. Après, Carapaz, faut aussi prendre en compte qu'il a fait pas mal de jours de course en étant malade. Donc sur les 28, je suis pas sûr que ça corresponde pas à 20 jours de course
au top de sa forme. Joao Almeida, pourquoi je ne le mets pas parmi les archi-favoris? On va revenir déjà sur ses états de service. 5e de l'UAE Tour, notamment 5e du contre-la-montre à Ajman. 8e de Paris-Nice où il avait fini seulement 22e du contre-la-montre à Montluçon, et puis il avait eu une course un petit peu compliquée. Joao Almeida comme McNulty sur Paris-Nice, ça n'avait pas été une course loin d'être parfaite. Et puis sur le Tour de Catalogne, il finit 3e, vainqueur de l'étape numéro 4, mais il a un peu souffert, notamment du côté de Cambridge en fin de semaine. Et puis abandon sur le Grand Prix Miguel Indurain. Lui aussi, il a pas couru depuis un mois. Voilà, 2 avril, son dernier jour de course où il abandonne. Donc là, c'est le début de Giro va peut-être être un peu compliqué. Pourquoi je ne mets pas parmi les favoris? Parce qu'il n'y a que 27 km de contre-la-montre. Donc un Almeida sur un Romain Bardet, ça sera 2,20, 2,30, on va dire. Si c'est du grand Almeida, ça me semble pas suffisant pour Almeida. Également, parce que particularité cette année de ce Giro, on a beaucoup de pourcentage dans les difficultés. Et ça, c'est pas l'avantage forcément d'Almeida, parce qu'Almeida, c'est pas forcément là où il est le meilleur. C'est un peu comme Dumoulin, c'est un peu comme tous ces coureurs qui ont besoin d'un petit temps pour se mettre en rythme dans les difficultés. Je pense à un Thibaut Pinot aussi, qui est un peu comme ça. C'est peut-être pas forcément le Giro qui lui convienne le mieux. L'équipe, là aussi autour de lui, vous voyez, alors il y a des coureurs intéressants, il y a Rui Costa par exemple, il y a Diego Ulissi, il y a Davide Formolo, Alessandro Covi. Ça c'est des coureurs qui sont intéressants, même si Covi, je le trouve peut-être un peu moins fort que l'année dernière. Malgré tout, il y a quand même Gaviria Richezze pour les sprints. Je pense que Covi travaillera également pour Gaviria et Richezze au niveau du sprint. Rui Oliveira, c'est un bon rouleur, mais bon, sur 3 semaines de course, il ne va pas vraiment t'aider en montagne non plus, Rui Oliveira. Donc l'équipe est pas forcément exceptionnelle autour de Joao Almeida. Donc c'est ce qui m'inquiète un petit peu du côté du coureur portugais. C'est l'équipe qu'il a autour de lui. Autre coureur français, Guillaume Martin. Alors Guillaume Martin, je ne le mets pas parmi les archi-favoris, j'ai hésité quand même, mais ses dernières sorties ont été un petit peu moins bonnes. Et puis, que sur le début de saison. Le début de saison, il est très très bon. Son attaque lors du Grand Prix de la Marseillaise, 3e du Tour des Alpes-Maritimes et du Var, 5e de la Faune Ardèche Classique, il va aussi à le faire dans l'ordre, 2e de la Drôme Classique, 9e de Paris-Nice, 8e du Tour de Catalogne. Premièrement, lui, sur 27 km de chrono, il est capable de perdre 3 minutes sur les meilleurs. Il est vraiment très mauvais sur le contre-la-montre. Guillaume Martin. Liège-Bastogne-Liège, ça a été un petit peu compliqué pour lui aussi. Alors certes, il a été gêné par les chutes. Je crois me rappeler, Guillaume Martin, il ne finit que 33e. Je crois qu'il a été gêné un peu comme Valverde du côté des chutes. Du côté de Guillaume Martin, 22 jours de course depuis le début de saison. Ce qui m'inquiète un peu, c'est déjà l'équipe autour de lui. Parce qu'on a quand même emmené Creder, Consoni et Chimolai. Que Pierre-Luc Périchon, en France, ça fonctionne bien, Pierre-Luc Périchon, mais sur un grand tour, ça me semble un petit peu compliqué. C'est un peu pareil pour Anthony Perez, je dirais. Alors, vous avez Victor Lafay. Non, vous avez... Alors, moi, j'ai même pas Victor Lafay dans la start list. Je crois qu'il était prévu au départ, Victor Lafay. Je sais pas si on a... Parce qu'il y a eu des changements de dernière minute. Moi, ma start list, je crois qu'elle a été remise à jour correctement. Je vais regarder quand même, vérifier Cofidis Giro. Si je ne fais pas d'erreur, avec Victor Lafay. Non, il n'y a pas Victor Lafay du côté du Giro. On est donc avec Pérez, Rochas et Villela, Chimolai, Pierre-Luc Périchon, Wesley Creder. Voilà, il n'y a pas de changement. Donc on vise le général autour de Guillaume Martin, on vise peut-être également une victoire d'étape, on vise un bon classement en général pour Guillaume Martin, on vise un top 5. Mais Guillaume Martin, le contre-la-montre, ça va être un vrai problème, même s'il n'y a que 27 km pour lui, ça va être un vrai problème. Et puis, face à un Carapace, face à un Bilbao, face à un Bardet, je considère que c'est quand même un petit ton en dessous. Guillaume Martin.
me semble-t-il. Donc c'est pour ça que je ne le mets pas parmi mes archi-favoris. Et puis je termine avec Kelderman. Kelderman, qu'on n'a pas vu depuis le début de saison. Hein, il faut le dire, Kelderman, on l'a très peu vu. Pas de grands résultats. Hein, 19e de Tirreno, abandon sur le Tour de la Communauté de Valence, 33e de la Drôme Classique, 24e de la Faune-Ardèche, Milan-Torino 91e et abandon sur Liège-Bastogne-Liège. On n'est pas vraiment rassuré sur la condition physique de Wilco Kelderman. Après, il a la force d'avoir une équipe très solide autour de lui, parce que la Bora, cette année, c'est du costaud. Et l'équipe qu'on a emmenée autour de Kelderman, c'est vraiment très intéressant, avec Giovanni Aleotti, Cesare Benedetti, Emmanuel Bourman. Bon, Bourman qui est quand même en phase de reprise, il faudra voir ce que ça donne. Patrick Gamper, Jane Lay, alors qui pourrait faire office de leader de rechange, Jane Lay. Lennart Kemna, qu'on a vu quand même souvent à l'attaque lors des courses précédentes. On va voir ce que ça peut donner dans un rôle d'équipier. Et puis Bien Zviehov, qu'on avait vu à l'attaque lors de la première étape du Tour des Alpes avec Geoffrey Bouchard. Donc techniquement, l'équipe est solide autour autour de Wilco Kelderman. Mais mon problème autour de l'équipe Bora, c'est que Kelderman, on ne l'a pas vu. Kelderman, on ne l'a pas vu depuis le début de saison. Je dirais que même Jane Lay a un peu plus de références presque sur la saison que Kelderman. Et pourtant, Jane Lay, il est 5e au moins de Tirreno Adriatico. Donc, on a déjà du mal à savoir qui sera le leader entre Jane Lay et Kelderman. Ça, c'est déjà la grande question. Et ensuite, est-ce que Kelderman tiendra 3 semaines ? Est-ce qu'il ne sera pas en difficulté en début de course ? C'est un peu compliqué pour le moment de le déterminer. Donc c'est pour ça que je suis un peu mi-figue, mi-raisin autour du coureur de la Bora. On va passer maintenant aux gros outsiders. On a commencé avec les coureurs 5 étoiles, on va dire, avec les 3 que j'ai cités au tout début. Puis on passe maintenant au coureur un peu, on va dire, on est passé au coureur 4 étoiles, 3 étoiles, là on est plutôt 2 étoiles, 1 étoile, les gros outsiders à partir du maintenant. Je commence avec Félix Gall, le coureur d'AG2R, donc belle équipe quand même du côté d'AG2R. Vandrame, Nezen, on sait que Vandrame, certes il jouera les sprints, mais il peut aider en montagne. Calmejane qui s'est bien transformé en équipier. Michael Cherel, Jaakko Hänninen, bon c'est pas le meilleur on va dire, mais Nance Peter Prodhomme c'est également du solide en montagne. 2 problèmes déjà avec Félix Gall. Premier, certes, il est sur une bonne saison, on l'a vu, 6e du dernier Tour des Alpes, 12e du Tour du Pays Basque, ce qui est vraiment très bien, avec des très bons résultats. Le problème, c'est qu'il n'a jamais participé à un grand tour. Il ne sait pas comment son corps va réagir sur 3 semaines. Parfois, on a des surprises lors de son premier grand tour, avec un corps qui a du mal à réagir. Il a même une statistique assez étonnante, il a 0 grand tour, aucun monument également à son actif en participation. Donc ça peut déjà un petit peu inquiéter. Deuxièmement, l'équipe AG2R, je vous ai dit elle est solide, oui, mais elle va prendre énormément d'échappées. C'est clair et net, on va tenter de chercher des victoires d'étape. Ça va nuire à la récupération de ses équipiers et ça peut nuire également au travail de certains équipiers, très clairement, et au placement sur certaines étapes. Et puis, Félix Gall, c'est quand même pour moi un ton en dessous des coureurs que j'ai cités précédemment. Pour moi. Donc, sur un grand tour ou en montagne, ça va être là où vont se faire les différences, ça va être en montagne plus que sur le contre-la-montre. Surtout, vu qu'on a très peu de bons coureurs de contre-la-montre, je pense que ça risque d'être un peu compliqué pour le coureur autrichien. Je continue avec Nibali. Bon, on a bien compris que c'est plus du grand Nibali. Il a 37 ans, il est plus tout jeune, il est peut-être dans sa dernière année chez les professionnels. C'est peut-être le dernier Tour d'Italie. En plus, avec le passage du côté de l'Etna, forcément, ça sera le jubilé peut-être de Vincenzo Nibali. Pour moi, on a vu les limites aujourd'hui de Nibali. Cette équipe, elle sera surtout tournée, je pense, autour de Miguel Ángel López. Mais bon, Miguel Ángel López, là aussi, alors, s'il est dans une très bonne condition physique, Miguel Ángel López, il peut être très fort. Mais depuis le début de saison,
à part sur le Tour d'Andalousie, depuis sa chute sur l'Estrade Bianche, j'ai pas été extrêmement rassuré par le coureur colombien. Et puis on sait que le coureur colombien, parfois, il est capable de dégoupiller complètement au niveau mental. Nibali, ça me semble trop léger. Alors pourquoi pas Dombrowski? Mais Dombrowski sur le contre-la-montre, il est très mauvais. Pareil pour Terrada sur le contre-la-montre, c'est pas l'idéal. Ils ont des très bons coureurs sur ce Tour d'Italie. On sent presque qu'ils ont misé principalement sur le Tour d'Italie plutôt que sur le Tour de France. Parce qu'à part Lutsenko, il y a les meilleurs grimpeurs de l'équipe qui sont présents, je dirais, du côté de chez Astana. Mais je vois pas vraiment un leader se dégager. Alors par contre, si il y en a un qui arrive à être performant, qui arrive à être dans les premiers du général, il sera très bien aidé par son effectif, par le collectif autour. Mais j'ai peur que ça soit un petit peu compliqué pour lui. On a fait, alors Labardiani, pour moi il n'y a pas vraiment de leader. Philippe Ozana, je le vois pas aller chercher, c'est lui qui a le dossard 1, mais je le vois pas chercher des très grands résultats. Du côté de Drone Androni Giocattoli, mon cœur aurait tendance à dire Cepeda, vu le Tour des Alpes qu'il avait fait l'année dernière, sauf que Cepeda, on l'a quand même pas beaucoup vu depuis le début de saison. Restrepo, pour moi c'est trop léger en haute montagne. Et puis bon, il a abandonné le Tour de Grèce, enfin le Tour de Hellas, donc hélas il a abandonné, blague de merde, donc ça me semble également léger. Pour le coureur en enseignement de la Katusha. Cepeda, donc comme je disais, il a fait deuxième du Tour du Sicile, mais c'était quand même pas une grosse opposition. Et sinon derrière c'était pas incroyable. Et puis je pense que c'est pas un coureur qui est très fiable sur 3 semaines. C'est un coureur qui va peut-être aussi dégoupiller à un moment. Le coureur équatorien. Parce que parfois je dis colombien avec Cepeda, il est équatorien. Donc je pense que le leadership va jouer entre ces deux-là, parce que Tadej Facion, on a vu quand même les limites de l'Érythréen. Je trouve en montagne, Sepulveda, on sait très bien que sur les World Tour, c'est pas suffisant non plus. Ils prendront, je pense, principalement les échappées. C'est une équipe qui peut aller chercher une victoire d'étape, mais pour le général, ça me semble un petit peu compliqué. EF Education, Hugh Carty, Chavez. Oui, sur le papier, ça peut le faire, sauf que les deux ont eu des moments où ils étaient pas mal, des moments où ils étaient moins bien. Hugh Carty, il a couru que 17 jours aussi, donc c'est très 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 léger. Je pense que du côté de Hugh Carty, il y a également l'objectif de faire une grosse fin de saison. 9e du Tour des Alpes, mais il n'a jamais été vraiment hyper visible sur les écrans. Et puis Chavez, il avait fait un bon début de Tour des Alpes, mais ensuite il a abandonné. Et à part le championnat de Colombie, où il fait 3e sur la course sur route, bah là aussi, hein, sur le Tour de Catalogne, il craque au fur et à mesure de la course. Donc bon, ça me semble limiter les deux pour aller chercher les meilleures places du côté du général. Ça me semble trop léger. Fortunato, Eolo Kometa m'a pas impressionné depuis le début de saison. Fortunato m'a pas vraiment impressionné depuis le début de saison. J'ai pas vu les étapes au complet du Tour des Asturies où il fait 2e. Mais ça reste une 2-1 et pas une épreuve d'un niveau un peu supérieur. Moi je l'attends au tournant, c'est clair et net. Moi j'aimerais qu'il joue un rôle dans le général, pour le général de la course, mais j'ai peur que ça soit un peu trop léger aujourd'hui. Fortunato et Eolo Kometa, ils seront également énormément dans les échappées. Il y a également peut-être les sprints pour Eric Fetter. Albanese, il va tenter de chercher également des choses, donc je ne sais pas si ça va être vraiment l'idéal pour lui. Du côté de Groupama, on a emmené Attila Walter, mais il sera tout seul, donc ça risque d'être quand même un problème pour le Hongrois. C'est un coureur qui a du talent, ça c'est clair et net, mais tout seul tu peux pas te débrouiller. Ça reste un grand tour, 3 semaines. Derrière, on a emmené que des coureurs autour d'Arnaud Démare. Donc je pense que ça va être un peu compliqué, même s'il a fait 5e du Tour des Alpes. 4e d'Estrade Bianche également.
Le fait d'être seul, ça va être problématique pour le coureur de la Groupama sur ce Giro. De Marquis, je le vois pas favori du côté d'Israël, loin de là. Tom Dumoulin. C'est pas un grand. Alors, même le grand Tom Dumoulin, je l'aurais pas mis parmi les favoris. J'aurais pas mis parmi les favoris parce que pour moi, c'est pas une course qui convient à son profil. C'est-à-dire que lui, c'est un spécialiste du contre-la-montre, il aime les montées longues, il aime pas forcément quand il y a des gros pourcentages. Là, c'est ce qu'on a. J'ai l'impression qu'en plus, on a pris Tobias Foss, donc on n'est pas sûr de soi. Pour moi, on a deux leaders, Dumoulin et Tobias Foss. Et puis Dumoulin, sur le chrono, on a des certitudes. En montagne, on l'a pas vu depuis son break. Donc c'est pas forcément évident non plus de le mettre en favori, très clairement, du côté du coureur néerlandais. Pas de grands résultats depuis le début de saison. Je dirais que sa meilleure perf c'était sur le Tour du Limbourg, la Volta de Limbourg, je sais plus comment on doit l'appeler la course. Mais il fait 6e, et c'est pas une course où il y a énormément de montagnes non plus. Sinon, bah oui, à part le contre-la-montre, pour le moment, depuis son retour, on ne l'a pas vu extrêmement bon. Movistar, il y a Sosa. Alors, je me pose vraiment des questions autour de Sosa, s'il est capable de tenir 3 semaines. Moi, c'est un peu la question que j'ai. Bon, Valverde, il est plus tout jeune non plus. La récup va pas être simple. Plus vous êtes âgé, plus la récupération, c'est compliqué pour un coureur de ce type-là. Et puis Valverde, j'ai envie de dire qu'à part la Vuelta, il n'a pas eu de grands résultats sur les autres grands tours. Après, pour aller chercher des étapes, il sera là, l'Espagnol, mais je le vois plus aller chasser les étapes, pourquoi pas un maillot de la montagne, plutôt qu'aller chercher la gagne pour le général. Je pense qu'il est trop limité dans ce domaine-là. Du côté de Quick-Step, je vois pas Van Sevenant aller chercher la gagne. Du côté de Trek, qui est la dernière équipe, le dernier leader, Ciccone. Pas du grand Ciccone depuis le début de saison. Et pour te dire, j'ai l'impression quand même qu'on n'est pas sûr de soi parce que on a mis Juan Pedro Lopez et Mollema. Alors si il est en forme, il aura un gros collectif autour de lui. Mais sur Tirreno, il fait 10e, il m'a pas vraiment impressionné. 8e du Tour de la Communauté de Valence. J'ai pas un grand souvenir non plus de sa performance sur cette course. 21e sur le Tour de Catalogne. Lui aussi, il n'a pas couru depuis longtemps. 20 jours de course. Dans les pattes, il va enchaîner Giro et Tour de France. Là aussi, ça va pas être évident. J'ai l'impression quand même que chez Trek, on se cherche un peu. Est-ce qu'ils iront pas chercher des étapes chez Trek ? Moi, je les vois plus, vu les coureurs qu'ils emmènent, aller chercher les étapes que aller chercher véritablement un classement général. Ça me semble un peu trop compliqué pour cette formation. Eh bien, on a fait le tour des leaders. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si elle est un petit peu longue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la meilleure production. Ciao, ciao!